Belle semaine d'information, Yorana. Merci d'être au rendez-vous. À la une de ce lundi, des consommateurs de plus en plus impactés par l'augmentation des prix. Certains sont forcés de faire des choix avant de remplir leur caddie. La faute à l'inflation qui sévit depuis l'an dernier. La pluie qui ne cesse de tomber depuis le week-end passé oblige des familles de Ténaro à quitter leur maison sur lesquelles un rocher de plus de 10 tonnes menace de s'écraser. Il a franchi la passe de Papeete et avec lui l'espoir d'une reprise d'activité. Le paquebot Viking Orion est le premier à s'amarrer au port après une longue pause sanitaire. Pas de calendrier fixé encore pour l'application du pass vaccinal en Polynésie, mais son utilisation n'est pas écartée par les autorités. Quels seront les changements apportés par la loi adoptée dimanche en métropole? Juliane Favenec nous dira tout ce qu'il faut savoir dans ce journal. Et enfin, nous irons à Moorea pour rencontrer Diana. La peinture sur pario est sa principale activité et la mère de famille n'hésite pas à transmettre son savoir à sa fille. C'est un constat unanime, les prix à la consommation ont flambé, une inflation due à la forte reprise économique mondiale post-confinement. L'Institut de la statistique estime même une augmentation de 4 points en un an, une mécanique économique qui n'est pas sans conséquences et qui pourrait même aggraver la fracture sociale dans les prochains mois. Les explications de Kaline Liénard et Rowan Potorou. La viande, Paulette en consomme rarement. Avec 80 000 francs de retraite par mois, c'est devenu un produit de luxe. Elle en achète seulement quand ses 2 petits-enfants lui rendent visite. Les baguettes de saucisses, avant c'était 1800 et maintenant c'est cher pour moi. Je prends plus les saucisses en baguette, non. Maeva vit à Takaroa au Tuamotu. Elle aussi achète rarement de la viande car elle coûte 2 fois plus cher qu'à Tahiti, comme la majorité des produits alimentaires. Tout ce qui est en ppm aussi, par exemple le riz, le sucre, en ce moment, c'est vraiment, il y a une augmentation. Et des fois, quand il y a des arrivées de bateaux, tout est augmenté. Il y a 2 principales causes à cette inflation. La hausse du coût des matières premières au niveau mondial et l'augmentation du coût du transport maritime résultant de la crise sanitaire. On subit une hausse des prix, donc on est obligé de la répercuter. On ne pourra pas absorber l'ensemble de la hausse. Une partie, le magasin pourra absorber, mais le consommateur va forcément subir une hausse des prix. 4 à 6%, je dirais. La fiscalité est un facteur d'inflation supplémentaire. La TVA sociale entre en vigueur le 1er avril prochain. Elle aura un impact sur les prix de tous les produits et donc sur tous les secteurs d'activité. Pour amortir cette inflation, Guy Loussan propose la création d'une caisse de compensation alimentée par d'autres sources de revenus fiscaux. Je pense par exemple aux achats par Internet et au shopping à l'étranger qui, ces 2 aspects, on estime à peu près à une recette possible fiscale d'environ 4 milliards que le pays, pour l'instant, n'y pense pas à puiser à l'intérieur. Selon le représentant de la FGC, l'augmentation des prix serait de 5 à 10% à partir du 1er avril 2022. Une TVA sociale qui, nous vous rappelons, alimentera les caisses de la PSG, aujourd'hui en grande difficulté financière. Les intempéries du week-end privent des habitants de Tenaho à Pirée de leur maison. Un rocher de plusieurs tonnes menaçant de s'effondrer sur leurs habitations. Les services de l'équipement et de la commune ont préféré jouer la carte de la prudence. Elles ont donc évacué les familles pour entreprendre des travaux de sécurisation du talus. Chiquita Teiva-Daruzes et Sandroli sont allés à la rencontre de ses habitants. Parce que le premier rocher qui est tombé, c'était au niveau de la vision de notre chambre. Mais comme la chambre de ma belle-sœur, elle était avant nous, on a pensé que ça serait si c'était un plus gros caillou. C'est ce rocher de presque 10 tonnes qui menace les habitations en contrebas dans ce quartier de Tenaho. Par sécurité, Tatiana, son compagnon et leurs animaux doivent absolument être évacués. Tatiana ? Oui, oui. Hein ? Pour les chiens. On va les récupérer. On va les récupérer.
On attend la fourrière pour récupérer mes petits chiots. Moi, je vais voir mes parents, je suis chez mes parents. Et mon tante ne veut pas venir avec moi, et du coup, il va voir ses copains. 7 familles sont concernées, soit 55 personnes à reloger en urgence ce lundi. Car pour sécuriser les habitations, un chemin doit être tracé derrière celles-ci pour accéder au rocher. On va la faire imploser parce que je ne veux pas laisser. Il faut enlever. Il faut l'enlever, sinon c'est une préoccupation permanente. Ces familles sont très attachées à leurs animaux, des chiens en particulier. Donc nous avons prévu un prestataire de service qui va loger de son côté ces animaux, que les familles pourront visiter bien sûr. Et les familles resteront au Frère Mouira de l'église protestante Mahoui, qui a accepté de les loger pendant 15 jours. D'autres familles qui ont pris toutes leurs précautions avant la pluie devront elles aussi se mettre à l'abri. Le grand-père et mon beau-père qui se sont chargés d'élaguer les arbres qui dépassaient ou qui risquaient de tomber. Bon, après les cailloux qu'il y avait au-dessus, on les a fait tomber, mais on a pris nos dispositions. Mais on est quand même obligé d'évacuer par simple précaution à cause des travaux. Le mauvais temps n'a finalement pas permis au service de l'équipement de débuter les travaux du chemin prévu ce lundi. La rivière peut être en crue à tout moment et il faut 2 heures à la drague pour la traverser. La durée des travaux est estimée au mieux à une quinzaine de jours, mais reste néanmoins tributaire des conditions météorologiques. L'arrivée du Viking Orion avec à son bord moins de 700 passagers est un symbole de reprise très attendu par les professionnels touristiques fortement impactés depuis près de 2 ans. Une reprise qui s'accompagne du respect d'un strict protocole sanitaire. Objectif, effacer l'image des paquebots errants de port en port, interdits d'accoster par peur du Covid-19. Hervé Houata et Patrick Singsi. Un paquebot dans la rade de Papeete, c'est une image qu'on n'avait pas vue depuis le début de la crise du Covid. Il est 7h15 quand le Viking Orion fait son entrée dans la rade de Papeete et marque ainsi le retour des paquebots internationaux au Fénois. À terre, les prestataires et artisans s'activent et s'impatientent, comme Diane Tourina. On a nos touristes qui reviennent pour acheter nos produits artisanaux. Oui. Mais en ces derniers moments, il y a eu le Covid. Maintenant, on ne sait pas aussi si ils vont emmener la maladie encore. On ne sait pas. On verra. Pourtant, une fois descendus du paquebot, ils sont peu nombreux à marquer l'arrêt au stand de Diane. Le protocole sanitaire de la société de croisière étant très strict. Ils nous ont imposé une façon de travailler pour protéger. Donc, ils rentrent dans les bus, ils ne sortiront pas des bus. Ils seront totalement encadrés sur tout le parcours des tours. Au protocole propre à la compagnie s'ajoute celui instauré par les autorités du pays. Nous leur avons demandé, nous avons juste fait un parallélisme des protocoles avec ceux de l'aérien, c'est-à-dire un test 24 heures avant l'arrivée à la première escale en Polynésie, qui était les Marquises, mais également donc, un test et des prises de température tout au long de leur séjour. Les tests, prises de température et autres nombreuses mesures avant l'embarquement, pendant le voyage et à destination semblent toutefois ne pas trop perturber les touristes présents. Ce ne sont pas les meilleures conditions, mais c'est comme ça. On est juste vraiment heureux que personne n'ait attrapé le Covid sur notre paquebot. Demain, le Viking Orion prendra la direction de Bora Bora, où les mêmes protocoles seront appliqués. Le prochain paquebot international devrait accoster à Papeete le 28 janvier. Oui, et il s'agit du MS Insignia. Et le 29 janvier, le paquebot de luxe The World devrait à son tour s'amarrer à Papeete. Et lui aussi sera soumis aux mêmes règles sanitaires, car le virus est toujours là. Plus d'une centaine de cas détectés en un week-end. Le variant Omicron continue de se propager dans la population locale. Ils sont 88 à avoir été infectés. 55 sont des personnes contaminées à l'extérieur du territoire. Aujourd'hui, 282 personnes exactement sont déclarées positive au virus. Mais la situation sanitaire en Polynésie est encore stable, raison pour laquelle le pass vaccinal n'est pas encore à l'ordre du jour. Cet outil de gestion de crise, dixit le gouvernement central, devrait être promulgué dans les prochains jours. Mais quelle différence avec le pass sanitaire? C'est vous qui allez nous le dire, Suliane Favnek.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, qu'est-ce que le pass sanitaire et surtout comment obtenir le pass sanitaire? Eh bien, il y a le pass vaccinal. Il y a 2 conditions. Un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire 2 doses ou 3 doses, et ensuite ou un certificat de rétablissement de Covid. En gros, vous avez eu le Covid, il faut donc prouver que vous avez guéri, et cela donc moins de 6 mois. Alors, quelle est la différence avec le pass sanitaire? Eh bien, il ne suffira plus d'avoir un test antigénique ou PCR pour obtenir ce sésame. En gros, il faut être vacciné. Alors pour qui? Eh bien, il concerne les personnes qui sont âgées plus de 16 ans. Donc, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas concernés par cette mesure. Où est-il obligatoire? Alors attention, ici, je vais parler de la métropole pour l'instant. Eh bien, il est obligatoire dans les bars et les restaurants, mais aussi dans les cinémas et les centres commerciaux, et ensuite dans les transports type train ou avion. Alors pour cette dernière catégorie, les personnes qui sont non vaccinées pourront toujours prendre ces transports, mais à 2 conditions, un motif impérieux et un test négatif, PCR ou antigénique. Quand sera-t-il mis en œuvre? Vous l'avez dit, le Sénat a en effet voté la loi qui instaure le pass vaccinal dimanche, mais il y a une 60aine de députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel qui, lui, doit rendre sa décision jeudi. Et s'il valide, eh bien, la loi pourra être promulguée vendredi et sa mise en place pourrait être le lendemain ou le surlendemain, ce qui nous emmène à peu près au 22 janvier prochain. Attention, si le pass vaccinal est mis en vigueur, cela ne veut pas dire que le pass sanitaire, lui, disparaît. Si vous devez vous rendre dans les établissements hospitaliers ou les centres de soins ou EHPAD, eh bien, vous pouvez toujours vous munir d'un pass sanitaire comme pour les enfants donc de moins de 16 ans. Mais alors, qu'en est-il de la Polynésie? Eh bien, c'est toute la question. Alors, pour l'instant, en Polynésie française, c'est toujours le pass sanitaire qui fonctionne. Mais effectivement, l'État et le pays sont en pleine discussion. C'est en tout cas ce que nous a confirmé Edouard Fitch, donc le président du pays, qui était l'invité café de notre antenne radio ce matin. Vraisemblablement, ces passes sanitaires seraient exigés. Mais il n'y a pas de calendrier pour le moment parce qu'avec le haut-commissaire, et on s'entend bien là-dessus, la situation sanitaire de la Polynésie n'est pas du tout la même qu'en métropole. Mais il faut être vigilant, il faut anticiper. Donc, vous l'aurez compris, ce n'est plus qu'une question de temps avant que le pass vaccinal soit mis en place ici au Fénois. Mais en attendant, les autorités encouragent les non-vaccinés à se faire injecter une dose de vaccin pour qu'aucun ne vive ou revive cet épisode. C'était en septembre dernier. 8 Polynésiens ont dû être vaccinés à Paris. Un moment douloureux pour les malades et leurs familles. La 2e semaine, on m'annonce qu'on va le débrancher, témoigne Tehina, épouse d'Antonio Apuari, un patient qui se remet doucement de la maladie. Nos équipes à Paris l'ont rencontré, regardez. Tous les jours, Tehina emprunte le même chemin. Elle se rend ici au 3e étage du service de pneumologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour madame. Bonjour. Le 18 septembre dernier, Antonio, son mari, faisait partie des 10 patients évacués vers Paris dans cet Airbus transformé en réanimation volante. C'est la première fois qu'une équipe médicale réalisait un transfert sanitaire sur une aussi longue distance. Le voyage se déroule dans de bonnes conditions, mais quelques jours après, tout se complique. Première semaine, ça s'était bien passé. Et 2e semaine, alors on m'annonce qu'on va le débrancher. Dans une dernière tentative pour sauver Antonio, les médecins effectuent une trachéotomie pour libérer ses voies respiratoires. Antonio sort du coma, son pronostic vital n'est plus engagé. On a retrouvé l'appétit, hein? Ah oui, là, il mange bien maintenant. Quelle joie, quelle joie. Aujourd'hui, je peux vous dire, 90%, et je suis revenu à moi. Il aura des séquelles, c'est plus l'aspect moteur, c'est-à-dire les membres, les doigts, les épaules, et beaucoup le psychologique, voire le cognitif, c'est-à-dire ils ont des troubles de mémoire, qui sont les choses qui restent le plus dans les patients que j'ai revus maintenant à 2 ans. Chaque jour qui passe est une victoire supplémentaire sur la maladie, et désormais Antonio et Tehina n'ont qu'une hâte, rentrer chez eux. Depuis qu'il a repris la mémoire, lui dire « Bah toi, il faut qu'on rentre, il faut qu'on rentre. Il y a notre fille et notre petite fille qui nous attend. Elle a besoin de nous. » Et il fait tout son possible pour qu'il aille jusqu'au bout. Là où tu vas, on est là. On ne te laissera pas tout seul. De retour à la vie, Antonio a retrouvé son ukulélé et, emporté par son public enthousiaste, il en oublie parfois sa convalescence. On va peut-être remettre l'oxygène quand même. Ok, ok.
Une histoire qui se termine bien donc pour cette famille de Moorea. Son retour est prévu à la fin du mois. Et à la fin du mois aussi, une actualité marquera l'histoire politique. Édouard Fritsch confirme un remaniement ministériel pour la fin du mois de janvier, mais aucun ne devrait sortir du gouvernement. De nouveaux visages pourraient être nommés. On l'écoute. Je veux avoir pour le mois, l'année 2022, le plan de campagne, c'est-à-dire le déroulement du budget, de l'utilisation du budget 2022 tout au long de l'année. Donc c'est les gros ministères qui sont sollicités, comme le social avec l'OPH, les grands travaux. C'est un travail indispensable pour rassurer nos entreprises, pour leur dire, voilà, le pays a un carnet de commandes qui sera celui-là, et toute l'année, les entreprises pourront s'organiser. Donc, c'est important. Le remplacement, effectivement, des deux ministres, en fin de compte, qui me manquent au gouvernement, est rendu effectivement indispensable aujourd'hui, et urgent même, parce que les ministres que j'ai, si je ne les allège pas, ils vont s'écrouler. Le gouvernement qui sera en séminaire à partir de jeudi. Elle célèbre ses 20 ans d'existence. La maison James Norman Hall, classée monument historique en 1993, est un patrimoine historique de la ville de Harway. Mais faute d'occupants et d'entretien, elle tombe progressivement en ruine. Après des années de persévérance de la part des héritiers Hall et autant de ministres de la Culture plus tard, la maison est fastidieusement reconstruite par le pays à l'identique jusqu'au plus petit détail avant de devenir un musée en janvier 2022. Son succès, elle le doit à James Norman Hall, connu pour avoir coécrit avec Charles Nordhoff Les Mutinées de la Bounty. Denis Meslin l'a dit à Jacques Damour. Je voudrais quand même aussi l'associer à Nordhoff parce que c'était quand même des grands amis, même si ce n'était pas la maison de Nordhoff, mais ils ont écrit beaucoup d'ouvrages ensemble, dont bien sûr Les Révoltés de la Bounty. Mais au-delà de ce livre, ils ont écrit beaucoup de livres ensemble et Hall, beaucoup de livres aussi tout seul. Donc il y a des livres merveilleux sur la Polynésie comme Pain Sèche, où Hall et Nordhoff ont merveilleusement écrit comment vivaient ces familles polynésiennes, familles demi-américaines, deuxième, troisième génération. C'est une série d'histoires très drôles où ils racontent la Polynésie de cette époque-là. Avant la crise sanitaire, ce musée accueillait près de 7000 visiteurs par an, majoritairement des Américains. Direction Moorea pour clore cette édition. Sur l'île Sœur vit Diana. Depuis toujours, elle vit grâce à la vente de pareaux peints à la main, un savoir qu'elle a hérité de sa grand-mère. Et comme elle transmet aujourd'hui son savoir à sa fille qui, à son tour, pourrait peut-être en faire son métier plus tard. C'est l'histoire de notre Aïe Fénois de ce lundi, racontée par Stéphane Ratino. Il y a le silence et sur le visage un sourire bienveillant. Diana regarde sa petite fille Jade. Le geste est précis, même si l'on perçoit une part d'hésitation, l'envie de bien faire. On vit en famille, dans le jardin de Moorea, où l'ombre et le soleil veulent se jouer l'un de l'autre, l'on apprend en s'amusant, naturellement. Diana, depuis 40 ans, crée des paréos, un savoir-faire reçu en héritage. Le secret des maisonnées se transmet dès le plus jeune âge, l'air de rien, de la peinture sur les doigts. Je mets mes doigts dans la peinture et j'ai envie de faire ça un jour. Il y a plein de peintures sur les mains, c'est pas gênant? Non, parce qu'après ça s'enlève. Mais il faut compter les jours quand ça s'enlève. Elle a 8 ans et demi. Alors, ça te fait plaisir de l'avoir travaillé? Ah oui. Elle aime, en fait, quand tous mes petits-enfants m'aident, hein. Jade, elle sait travailler, elle sait peindre les paréos, elle sait aussi coudre. Et tu aimerais qu'un jour Jade peut-être te remplace? Qui sait? Mais au moins qu'elle sache faire. Voilà. Des kilomètres de tissu passés sous les doigts, Diana ne s'en lasse pas. Sa boutique, c'est une part de l'identité même de la Polynésie, dite Tahiti, et comme une évidence, l'idée de paréo surgit. Une seconde peau aux couleurs vives qui parle du pays et de ses habitants. Ce jour-ci, les dames de Taotira sont sorties, le paréo, naturellement. Le paréo, est-ce que toi, tu utilises souvent le paréo? Oui. Pour quelle raison? Comme polynésienne, je mets le paréo tous les jours. T'en as beaucoup à la maison? Oui. Tu mets souvent le paréo, toi? Non. Tu le mets à quelle occasion, le paréo? Ça dépend comme ça, par exemple.
sorti comme ça. Pour les jours de fête? Oui. Est-ce que tu as une couleur fétiche? Oui. Laquelle? Ça. C'est quoi? C'est du gris vert? Non, ouais. Avec le noir. Sinon du rouge. Ça porte bonheur? Pour moi, oui. Je sais pas que les paréos, moi j'ai acheté, c'est les paréos et je peins aussi. Ça met beaucoup de vie, non? C'est ça le paréo avec la couleur, les motifs? Ouais. Et tu as hérité ça de ta maman ou c'est toi qui as eu ce goût-là? C'est ma grand-mère de Tupoué. Il n'y a d'héritage que le témoignage des dames. C'est une vérité indiscutable. Diana n'a de cesse de faire vivre ce patrimoine. Elle en a fait son métier, mais plus encore, sa vocation est aussi un professorat du sensible. Marius, son frère, travaille avec elle. Son savoir-faire, c'est le don de sa sœur. La couture est une affaire de point juste et d'âme. Ma sœur Diana, c'est elle qui m'a guidé à faire ce métier-là. Elle t'a tout appris? J'ai tout appris. C'est un bon professeur? Oui, c'est un bon professeur, ça c'est sûr. Diana, tu as envie de transmettre ce métier-là? Ah oui, mais tout le temps je transmets. Hein. Parce qu'il y avait des sœurs, par exemple, dans notre paroisse. Et bien, des fois, elles me demandaient, Diana, tu peux nous donner des cours de la peinture? J'ai dit, ok, au moins une trentaine, allez, on y va. Et je comprends. Le paréo, c'est le chant, la danse, la vie. Dans la famille de Diana, l'on sait d'où on vient et où l'on va, au-delà des modes et des vents. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Voici l'information principale de ce lundi. L'inflation sévit. Le constat est unanime. Et l'ISPF confirme 4 points. C'est la hausse des prix de l'alimentation. Conséquence, des consommateurs doivent aujourd'hui faire un choix avant de remplir leur caddie, car l'argent devient insuffisant pour l'achat de certains produits alimentaires, comme la viande. À la une de la presse de ce mardi, la Dépêche titre « 3 semaines de galère à venir » au niveau du pont de Pu'u. Quant à Tahiti Info, le quotidien nous explique pourquoi il n'y a pas eu d'alerte tsunami au Tonga. En Polynésie plutôt. À suivre sur votre antenne, 2 épisodes de la série policière franco-belge Balthazar avant que Sophie Jovillard vous embarque en Provence pour rencontrer celles et ceux qui font vivre la mémoire de Marcel Pagnol. Merci pour votre fidélité. Très belle semaine, portez-vous bien et à demain. On se quitte sur ces images capturées dans la rade de Papeete par Patrick Sing Sing. But you're somebody else, only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself, no, I hear someone else, though now you're making me nervous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.